Bonsoir les amis. Ah, on est dans la jungle, il y a des animaux de partout là, des sauvages. Ce soir, on a notre super invité, Mark versus Wild. Je crois qu'on lui doit une énorme ovation, mais je crois qu'il n'aime pas les ovations particulières. Lui, il les aime en mode Koh-Lanta. Donc on va se faire un énorme cri comme vous savez le faire. Mais là, animalistique, le truc bien bizarre, bien mystique. Vous êtes prêts? Je pense que ça va l'attirer dans la jungle. En mode nocturne, animal. Attention, c'est parti. Bonjour à vous. Salut Marc. Ça va Damien? Alors avec les aventuriers comme ça, c'est bon, c'est qu'on peut faire des gros hugs. Moi, ce que j'aime, c'est sentir les pecs claquer. On se la fait comme ça? C'est parti. Salut. Bienvenue chez nous. C'est un plaisir d'être à Valence. On est dans le salon, alors je te propose de t'asseoir tranquillement. Il est où le sable, Damien? Comment? Il est où le sable? Il est là dans le coin, mais tu vas voir, j'ai trouvé mieux que ça. Je sais pas si certains ont eu l'occasion d'aller visiter les stands. Il y a le stand Meder qui nous offre des super petites grignoteries. Voilà, je te laisse découvrir. C'est des vers de terre. Non, voilà. C'est pas des vers de terre. Tu connais? Ouais, je connais. Bon, ben alors régale-toi. Merci. Régale-toi. Alors, Marc, on se connaît depuis quelques temps. On a eu la chance de vivre chacun des expériences très différentes. Mais toi, tu as vécu un truc très très particulier. T'es allé vivre cette expérience de Koh-Lanta. Alors, juste avant qu'on attaque te faire parler, j'aimerais qu'on se regarde quelques images pour se rappeler l'histoire, ce que tu as vécu là-bas. C'est bon? Je t'en prie, c'est parti. Allons-y, c'est parti. Sur le camp, Marc a été le père nourricier de ses compagnons d'infortune. C'est un gâteau. Le feu. La pêche. Marc dans l'eau là quand il va pêcher, mais il est impressionnant. Et 1000 autres astuces. La ceinture de plomb de Koh-Lanta. Les pieds dans les poches. Rien n'a résisté à l'ingénieux chef d'entreprise. C'est un rock. L'avantage est pour Marc. La victoire, elle est pour Marc. Chantal face à Marc. Difficile de départager ces deux valeureux aventuriers. Marc, si ce bulletin est pour vous, vous remportez Koh-Lanta. Pour ce 8e bulletin, Marc! La victoire, elle est pour Marc. Bravo! C'est bon, ça. Alors Marc, on a on est super content de t'avoir ce soir, vraiment c'est super cool. Mais moi j'ai des questions en off, c'est des trucs qu'on dit pas à la télé. En vrai Koh-Lanta. Je vais dire toute la vérité. Rien que la vérité. C'est ça. Je te le jure. C'est du fake. Ah ben Koh-Lanta, c'est que du fake. C'est dans un studio. McDo le matin. Ouais. Et puis le soir, on va dormir à l'hôtel. Non, sérieusement, en fait ça dure combien de jours véritablement? Alors Koh-Lanta, ça dépend des années, c'est 40 à 42 jours. Ah oui quand même. Je t'avais préparé une petite photo, mais je crois qu'on ne peut pas la passer. Ouais. Mais entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu, j'ai perdu 18 kilos. Et donc 18 kilos, on ne peut pas les perdre quand c'est du fake et quand on mange. En fait, on a démarré Koh-Lanta avec une petite ration de riz et après on se débrouille. Alors sur place, tu manques de quoi exactement? C'est réel, on vous donne très peu d'aliments? Sur place, tu manques de ce qui te manque. En fait, c'est uniquement si tu as envie des choses et que tu as décidé que tu en avais envie. Mais à partir du moment où tu pars à Koh-Lanta en te disant je vais à Koh-Lanta et c'est certain que j'aurai pas de chocolat, je m'attends pas à en avoir, donc ça me manque pas. Donc t'as même pas eu faim finalement? À Koh-Lanta, j'ai pas eu faim. À Koh-Lanta, ça peut faire bizarre, mais ma famille m'a pas manqué parce que j'avais prévu d'y aller. Je m'étais engagé pour participer à ce jeu, c'était un jeu et j'avais choisi d'y aller. Donc je vais pas, une fois que je suis à Koh-Lanta, me plaindre en disant mince, il me manque le chocolat, mince, il me manque mon petit confort, mon lit. Donc avec non, des noix de coco. On était 30 000 à vouloir y aller. D'accord. Je fais partie des 20 personnes qui ont la chance d'y aller. Bon, super. Donc tu en as profité à fond. Donc j'en profite à fond et je me plains pas. Alors qu'est-ce qui était véritablement le plus difficile? Donc c'était pas le problème de la nutrition, c'était quoi? Peut-être le fait d'être quand même sur une île avec des personnes que t'as pas choisies? Je dirais que le plus difficile, c'est la promiscuité. Se retrouver avec les autres. Parce que quand on part, par exemple, 15 jours avec ses amis,
on est très très content de rentrer à la maison. Alors quand on part 40 jours avec des gens qu'on connaît pas, croyez-moi, la promiscuité est très compliquée. T'as vu, je l'ai dit, promiscuité. Joli. Alors moi, j'aimerais savoir quelque chose aussi en off. J'aimerais savoir quelque chose. C'est... Ah, merci. Attends, je vais tout manger, vas-y. Super. J'aime bien celui-là. Il n'est pas complètement sec, il reste du gluant. Là. Ah, il bouge, attends. Ah, ouais. Parti dans la molaire, là. Voilà. Super. Moi, j'aimerais savoir un truc. Les gens que tu as fréquentés qui étaient à Koh-Lanta, ou même toi-même, qu'est-ce qui les attire? Pourquoi tu fais Koh-Lanta? Alors, c'est vrai qu'il y a 100 000 boules à gagner, ça attire. C'est pas négligeable. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que la question pécuniaire vient toujours au second plan. Et je pense que, soyons honnêtes, on fait Koh-Lanta pour la notoriété, pour une question d'ego. Pour la célébrité, alors? Pour la célébrité, c'est clair. Soyons honnêtes, c'est vrai, c'est une question de célébrité. Et la célébrité, quand on a fait Koh-Lanta, après, elle est folle. L'année dernière, au mois de juillet, je peux pas aller manger au restaurant, c'est pas possible. Je peux pas aller faire mes courses. C'est un truc de fou. Ok, si on gratte un petit peu plus, tu es en train de me dire que les gens qui font Koh-Lanta, en fait, ça révèle leur énorme besoin d'être aimés? Ça révèle l'énorme besoin d'être aimé des uns des autres. Et ce qui, après, peut justifier une déception pour ceux qui sont partis assez tôt, parce qu'ils se disent « mince, on m'a volé quelque chose et je pensais avoir le droit à un peu plus que ça ». C'est un gros shoot, en fait. Moi, j'essaie de me mettre dans la tête d'un gars hyper célèbre. C'est quoi les risques? C'est comment tu peux avoir la tête qui enfle? Qu'est-ce qui peut te faire vriller? Est-ce que ça serait d'arriver à mélanger ce que tu es et le regard qu'ont les gens sur toi? Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est les gens qui m'ont dit ah, moi, je suis à Koh-Lanta parce que je voudrais savoir qui je suis. Alors moi, je vais vous dire une chose, je savais qui j'étais avant d'aller à Koh-Lanta, et en venant de Koh-Lanta, j'étais le même. Ça, c'est super important. Ce qui est dangereux, c'est de se dire j'ai fait ça, et donc je suis quelqu'un d'exceptionnel, je ne suis pas comme les autres. On est comme les autres, on est juste des personnages de télé-réalité, on a eu la chance de faire partie d'un casting, et c'est tout. Mais on est monsieur et madame tout le monde. Moi, mon métier, comme tu sais, c'est réalisateur, je fais des films, et je sais qu'avec des films, tu fais ce que tu veux, tu fais des montages. Donc, on en a déjà parlé, il y a plein de trucs qui ont été un peu fake dans les montages, ils rajoutent un peu quelques histoires pour rendre croustillant le truc, ça c'est clair. Après, est-ce qu'il y a eu des belles aventures humaines pendant Koh-Lanta? Parce qu'on montre que le négatif, souvent. Ouais. Ce qui caractérise quand même la télé-réalité, c'est qu'on s'intéresse à tous les coups de gueule. Moi, je peux vous promettre une chose, c'est que vous avez vu 100% des coups de gueule de Koh-Lanta. Par contre, les preuves d'amitié, vous avez vu à peine 10%. Parce qu'on a des beaux moments d'échange, on a des beaux moments de partage, mais ça n'intéresse pas. On s'en fout on n'en parle pas dans les villages quand il y a le jeune qui se lève 1 heure plus tôt le samedi matin pour aller tondre chez la petite vieille qui a pu son mari. Par contre, quand il y a le mec qui a foutu un coup de poing ou un coup de boule au voisin, ça, tout le monde en parle. Eh bien, on oublie de parler des belles choses et en fait, on n'en parle pas trop à Koh-Lanta parce que c'est ce qui intéresse le public. C'est ce qui vous intéresse, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, c'est aussi notre responsabilité. Alors moi, j'ai eu la chance de passer quelques temps avec toi dans ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Et il y a un truc qui m'a assez halluciné, c'est de voir combien tu étais assez serein. C'est-à-dire que, je pense que si je t'avais connu avant Koh-Lanta, je pense que tu aurais été le même bonhomme. Je trouve ça vachement cool, mais en même temps, c'est pas très normal. Parce qu'en général, quand tu es si célèbre, ça change quelque chose dans ta vie. Alors, j'ai envie de creuser un petit peu. J'aimerais, si tu veux bien, qu'on parle de ton enfance. Je sais quand tu étais gamin, ton grand-père il avait une importance pour toi, c'était un horloger si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, mon grand-père était un horloger, c'était un monsieur impressionnant, c'était un exemple de chrétienté. Et je me souviens quand on me demandait il n'y a pas longtemps ce qui m'avait le plus marqué chez mon grand-père, c'est son enterrement. Parce que lors de son enterrement, l'église était énorme, et il y avait 3 fois plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que les gens venaient célébrer un homme qui avait tout donné pour les autres, et qui était vraiment un exemple pour la communauté. Et nombreuses sont les personnes qui m'ont dit t'es son petit-fils et il faut continuer. C'est bon d'avoir un grand-père comme ça, là. Ah ouais, c'est un héritage. Un homme de foi qui le porte. Et qu'en est-il de ton papa, de ta famille plus proche? Alors après l'enfance, vous savez, on a des moments de trouble un petit peu.
Suite à la mort de mon grand-père, on a vécu un moment difficile. J'avais un père qui avait... mon grand-père, dont je parle, c'est le père de ma mère. Mais j'avais un père qui avait vécu une enfance un petit peu difficile et qui, suite à la mort de mon grand-père, qui était un exemple pour lui, n'avait plus de racines. Et il est tombé un petit peu, même beaucoup, dans l'alcool et la violence. Et donc, il y a eu un moment de ma vie qui a été un petit peu dur. À 14 ans, je me suis retrouvé à me battre avec mon père et puis à dire à ma mère, on s'en va parce qu'autrement tu survivras pas. Et donc, quand ça arrive à 14 ans, c'est un moment difficile de la vie, mais c'est aussi un moment qui vous construit. Donc on peut vivre des moments difficiles, mais qui sont pas des moments qui nous anéantissent, qui sont des moments qui vont nous rendre un peu plus forts. Donc tu t'es retrouvé véritablement dans la galère avec ta maman? Oui, on s'est retrouvé. On est passé d'une petite ville de province, d'une vie assez facile, dans une banlieue parisienne, avec les voitures cramées en bas, je découvrais pour la première fois de ma vie ce que c'était, par exemple, qu'un muezzin, parce que j'entendais un mec chanter par une fenêtre, mais on habitait dans des tours. Ma sœur pouvait pas sortir seule parce qu'on avait peur qu'elle se fasse attaquer. Enfin, c'était vraiment troublant. Changement de vie. Grand changement de vie. J'imagine ça doit forger ton identité quand t'es gamin. Ça change ta vie. Quand tout d'un coup tu es habillé par le secours catholique, que tu as l'aide alimentaire, moi je me suis dit à 14 ans, non, ça sera pas ça ma vie. Et donc j'ai bossé vraiment dur. Et toute ma vie a été dans l'effort. Et donc j'ai perdu un petit peu cette relation avec Dieu. Il était toujours là. Je le voyais, il me faisait des petits clins d'œil, des petits messages. Et je lui disais, t'inquiète pas, je vais bientôt revenir vers toi. Mais là, je bosse. Je te rappelle, hein, je finis 2-3 trucs. Je finis 2-3 trucs à tout à l'heure. Et donc là, de rien, on a parcouru le monde, on a acheté beaucoup d'artisanat, on a monté plein de boutiques. C'était quoi ton métier? Quel est devenu ton métier après? Moi, je suis devenu un acheteur à l'international et puis on a monté un réseau de boutiques en France et on a eu plein de personnel et voilà, les choses ont grossi et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on remplissait notre vie de moyens financiers, mais que notre vie était un petit peu vide. T'avais de la thune, t'avais une femme, t'avais des enfants, t'avais une boîte qui était en progression et ça t'allait pas? Non, on se rendait compte que malgré tout l'amour qu'il y avait à la maison, on se rendait compte qu'il nous manquait quelque chose. Notre vie était remplie d'air. Et donc on s'est dit, on va tout revendre, on va arrêter et on va redonner un petit peu de sens à notre vie. Et là, on a recheminé vers Dieu. Alors qu'est-ce que ça fait de recheminer vers Dieu? C'est quoi, une réconciliation? Comment on appelle ça? Non, c'est pas une réconciliation. Parce qu'une réconciliation, c'est quand il y a eu une espèce de brouille. Il n'y avait pas de brouille, mais tu sais, c'est comme quelqu'un que tu as perdu un petit peu de vue. Mais il est toujours près de toi, hein, et tu sais qu'il a un œil sur toi, mais tu l'as perdu un petit peu de vue et tu reviens et tu dis mais comment j'ai pu oublier ma relation avec lui et comment j'ai pu reporter ça à plus tard. Alors tu parles de Dieu, tu parles de Jésus, c'est qui pour toi dans tes mots? Jésus, ça ressemblerait un peu à un hippie aujourd'hui avec ses cheveux longs, il parle toujours d'amour. Jésus, c'est celui qui est venu nous sauver, c'est celui qui est venu nous apporter la bonne nouvelle. C'était l'Esprit de Dieu 2.0 en fait. Et il est venu pour nous pardonner. Et c'est très important parce que... Pardonner de quoi? Je te pousse un peu, juste que je comprenne. En fait... nous sommes misérables. On ne doit jamais l'oublier. On se salit toujours un petit peu plus chaque jour dans notre vie parce qu'on est très loin de la sainteté. Mais on tend vers la lumière. On aime ça, tu veux dire, on le cherche. Ouais, on cherche la lumière, on tend vers la lumière et Jésus, il nous lave. Il vient faire la lessive chez nous. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, c'est joli. Ok, concrètement, tu as ce Jésus, cette nouvelle relation, mais concrètement dans ta vie de tous les jours, comment tu vois Dieu te parler? Tu as des clins d'œil? Est-ce que des fois, il y a des situations un peu folles que tu as vécues avec Dieu à travers tes voyages, je ne sais pas? J'ai eu l'occasion de vivre une expérience avec
avec des gens début juillet. Et puis on a eu l'occasion de parler de foi. Et la plupart n'avaient aucune relation avec Dieu, ne connaissaient pas Jésus. Et je leur ai dit, mais vous savez que dans la vie de tous les jours, vous avez comment vous réagissez à tous ces clins d'œil, à tous ces petits coups de main, à votre relation au quotidien avec lui. Et on m'a dit, mais tu parles de quoi? Et je leur ai dit, mais vous vivez pas ça? Et je leur ai sorti des exemples. Je t'en ai parlé une fois quand on s'est rencontrés. Il m'est arrivé il y a un certain temps, et je vais essayer de la faire vite. Je peux te raconter l'histoire de Tilan rapidement? Ouais, volontiers. On était en Indonésie et puis on a l'occasion, des amis d'amis ont décidé d'aller s'exploser la tête à l'acide. Et donc nous on comprenait pas déjà comment on pouvait vivre ça, mais puis ils avaient une petite fille, on dit, vous savez ce qu'on peut faire, nous on va garder votre fille. Elle s'appelait Tilan, fleur de lotus en thaïlandais, Tilan. Et donc on avait 24-25 ans avec mon épouse, et on garde ces petites filles, on a vécu des moments extraordinaires avec elles. Et on a vécu 2 jours avec elle fabuleux, et puis on est reparti, voilà. Et j'appelle mon pote au premier de l'an, et je lui dis ça va, et il me dit non, ça va pas. Qu'est-ce qui arrive? Il me dit, tu te souviens de mes amis, les parents de Tilan? Eh bien, Tilan est morte il y a quelques jours dans des conditions horribles. Et là, on a été effondré avec mon épouse, et on a dit on rêvait de cette petite fille, et ça nous avait vraiment touchés. Et puis il s'est passé du temps, il s'est passé 3, 4, 5 ans. Puis un jour je devais à tout prix aller en Indonésie, je devais faire un aller-retour en 3-4 jours. Et je ne trouvais pas de billet et je dois passer par Zurich, je passe par la Thaïlande et c'est un parcours ultra compliqué. Je me retrouve à Zurich, je vois des Indos, je m'assis, je discute un petit peu avec eux, parce que j'aime bien leur mode de vie, je parle indonésien, c'est facile. Et puis je monte dans l'avion et puis il y a une dame qui me dit en anglais, mon mari est assis ailleurs, est-ce que vous voulez bien prendre sa place? Et je dis ok, je vais changer, il est où? Elle fait signe, je change ma place avec son mari, puis je me retrouve à m'asseoir à côté d'un monsieur avec les cheveux longs, tout maigrichon, tout ça. Et je lui parle un petit peu en anglais au bout d'un certain temps, et puis je lui dis qu'avec l'accent qu'il a, il est français, et puis on parle. Puis à un moment je le regarde, si je dis c'est Jean-Louis. Il me dit non, c'est pas Jean-Louis, c'est Jean-Mi. Je dis oui, Jean-Mi. Et je dis c'est Marco. Je dis mais qu'est-ce que t'as changé? Je dis, tu faisais la muscu, t'avais les cheveux rasés, tout ça, et maintenant t'as les cheveux longs, t'es tout mince. Il me dit Tilan, tu sais pas Tilan. Et là on a pleuré parce que c'était le père de Tilan. Je me retrouvais assis à côté de lui et il m'explique qu'il est passé par toutes les drogues possibles, qu'il s'est perdu en Inde, et cet homme était dévasté. Et j'ai dit mais je me suis pas assis là pour rien quoi. Et donc je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire, on va aller en Indonésie, je vais te relancer, tu essaies de te relancer, mais je vais te relancer. On va travailler ensemble, je vais te donner la marchandise marocaine, je vais te donner la marchandise indienne, népalaise, tu me la paieras quand tu pourras. Et cet homme-là, il a réussi à se relancer, à remonter une première boutique, une deuxième boutique, et redémarrer sa vie. Et je ne l'ai pas rencontré pour rien ce jour-là, ce monsieur. Là, pour et le coup, des histoires comme ça, j'en ai des tonnes, on en a des tonnes. Et moi, ça me rend triste quand les gens me disent qu'ils ne l'ont pas. Mais ils les ont, ces histoires-là, mais ils n'ouvrent pas leur cœur, ils n'ouvrent pas leurs yeux, ils n'ont pas la foi. Et je suis vraiment triste pour eux, j'ai beaucoup de compassion pour eux. Moi, ça me donne trop envie de vivre ça quand toi tu racontes ça, et j'imagine nous tous, d'avoir l'opportunité d'être si généreux. Alors en parlant de générosité, tu as gagné 100 000 €. Je pourrais peut-être déjà partager, on pourrait s'arranger, monter un petit business ensemble. Ah, ça va être compliqué. Le mec est radin, quoi. Je savais que j'allais l'avoir. Non, mais cet argent-là, tu l'as donné? Ça va être compliqué parce que cet argent-là, je ne l'ai pas gardé. Ah, c'est ça, hein? Ouais, j'avais prévu dès le départ que si je gagnais de l'argent, je le consacrerais aux enfants. Ok. Parce que... Alors c'est quoi? Pour toi, c'est un vrai don, c'est un lâcher-prise, c'est dur de faire ça? Non, c'est pas dur, parce que pour moi, c'était... j'allais pas à Koh Lanta pour gagner de l'argent pour une association, j'allais pour vivre Koh Lanta, et je voulais pas venir être pollué par la question de l'argent. Et donc, c'était vraiment du superflu. C'est un petit truc. Pour moi, c'était pas quelque chose d'important. Et on me dit souvent, ah si, c'est important. Moi, je vais vous dire, en fait, ça me fait penser à... Je crois que c'est chez Luc, quand il parle de la veuve qui au temple donne 2 petites pièces.
Et là, on la regarde en disant « ouais, elle donne pas grand-chose ». Par contre, les pharisiens, eux, ils ont mis des belles pièces d'or. Mais là, Jésus lui dit « non, mais elle, ce qu'elle a donné, c'est l'essentiel. Eux, ils ont donné les superflus. Mais moi, en donnant 100 000 euros à Koh-Lanta, j'ai donné mon superflu. Et par contre, j'invite vraiment les gens à donner leur superflu ou l'essentiel. Ça me fait penser... Nous, on n'a pas 100 000 boules comme superflu. Non, mais il y a... Alors. Donc du coup, qu'est-ce que nous, on pourrait donner, d'après ton regard, ton expérience, qui fasse du bien aux gens? C'est quoi, toi, qui t'impressionne, par exemple? Moi, ce qui m'impressionne, c'est par exemple, j'ai une fille qui a 17 ans, qui est en train de passer son bac ES, qui travaille comme une folle... elle fait ses préparations pour Sciences Po, tout ça, et elle cherche à donner un coup de main au Resto du Cœur. Et puis, il n'y a pas longtemps, en discutant avec elle, elle parle d'un gars, je dis « mais c'est qui ce gonze ?» Elle me dit « c'est un gars que j'aide en mathématiques, parce qu'il est tellement paumé en mathématiques que je l'aide. » Et je dis « tu fais quoi ?» Elle me dit « je vais passer 2 heures chaque semaine à la BU, on s'installe et je lui donne un coup de main en mathématiques, parce qu'il n'a pas les moyens de se payer des cours. » Eh bien, elle donne de l'essentiel. Et c'est beaucoup plus remarquable que donner 100 000 euros qui sont du superflu quand on va à Koh-Lanta. Et vous savez, il y a plein de moments où on peut donner l'essentiel. Il y a des moments où on peut voir un gars comme ça qui est assis dans la rue et qui peut être en train de faire la manche. Et parfois l'essentiel c'est de s'asseoir et puis à côté de lui, puis lui demander comment il va vous raconter son histoire. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et il s'appelait Gérard, il m'a raconté la mort de sa femme qui est morte d'un cancer du sein. Il m'a raconté qu'il s'est rendu compte qu'il tombait dans l'alcool, il a décidé de partir et qu'il marchait, et comme ça il buvait pas. Et on a discuté, puis au bout d'un certain temps, je lui ai dit je dois y aller, je dis qu'est-ce que je peux te donner, je vais te donner un billet pour... Il me dit non mais tu m'as donné l'essentiel, tu as pris le temps de discuter avec moi. Vous savez, ça ne nous coûte rien de discuter avec les autres et puis de leur donner un petit peu d'amour. Marc, ça fait plaisir déjà de rencontrer un beau gosse comme toi déjà, qui a gagné Koh-Lanta. C'est la première fois pour moi, je suis très très excité. Et tu vois, mange un verre, tu vas voir. Et c'est encore plus rare de voir un gars qui parle de sa foi, qui est vulnérable comme tu sais le faire. Moi j'ai envie de te demander, t'aimes Jésus, tu as une relation avec lui, il a changé ta vie, aujourd'hui tu as l'air d'être un gars serein avec ton épouse, ta famille, ça fait vraiment du bien de voir ça. Est-ce que tu as une parole de Jésus qui t'inspire et qui pourrait nous inspirer ce soir? Alors moi il y a 2 piliers à ma foi, c'est déjà dans le Notre Père qui nous a été légué, c'est le pardon, ça c'est un des piliers de ma foi, parce qu'il faut savoir pardonner aux autres, et aussi se pardonner à soi-même. Parce que nous sommes misérables et il faut accepter que nous sommes misérables et parce qu'on va progresser. Donc ça c'est un premier pilier de ma foi. Et autre chose, c'est ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de donner un coup de main aux autres, en fait, c'est une relation qu'on a avec Jésus. Même si, voilà, c'est pas Jésus qu'on a en face de nous, c'est à lui qu'on le fait. Et il ne faut jamais oublier ça. C'est vraiment une chose importante chez nous et on essaie de prendre en charge, surtout vers les jeunes. On est vraiment intéressé par les jeunes parce que je pense que c'est l'avenir. Je pense que vous êtes l'avenir et c'est vous qui allez faire demain. Et on n'a pas le droit de gâcher ça. Il faut vraiment aider les jeunes. Écoute, tu as fait Koh-Lanta, tu as vécu une victoire. Moi, je te propose qu'on vive tous des victoires aussi, en étant aussi aimant que Jésus et en se laissant inspirer comme tu le fais. Merci beaucoup, Marc. C'était un plaisir, Damien.